Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie du bilan culturel de novembre. Dans cette partie, je vais vous évoquer tous les livres que j'ai lus. Et il y en a beaucoup. Et je vais commencer par les livres audio. À savoir que j'ai écouté ces 2 livres audio grâce à Nextory, qui est encore une fois partenaire de la vidéo. Il faut savoir que en barre d'infos, vous trouverez un lien qui vous dirigera vers une offre de 45 jours offerts et 15 heures d'écoute, de façon à pouvoir écouter tous les livres audio dont vous avez envie. Nextory, si vous ne connaissez pas, mais j'en doute, il y a évidemment des livres à lire comme un e-book, il y a des livres audio, il y a de la presse et il y a également des bandes dessinées. Et moi, c'est vraiment l'allié de tous les jours, donc je vous laisse aller regarder ça. Donc, au niveau des livres audio, j'ai écouté Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Dans ce livre, on va suivre Camélia, qui est en train de se former à devenir avocate. Tout cela se passe à Édimbourg. Et un jour, celle qui s'occupe d'elle, donc sa tutrice, est chargée de protéger Lou. Lou est accusée d'avoir tué son meilleur ami. C'est un garçon avec qui Camélia a été en cours lorsqu'elle était au lycée. Il faut savoir que Lou et toute sa bande d'amis de l'époque étaient des personnes qui harcelaient Camélia lorsqu'elle était au lycée. Donc c'est une thématique qui est assez intéressante et assez proche de tout ce qu'on peut voir par exemple dans Gossip Girl. C'est vraiment un mélange entre la Dark Academia et Gossip Girl. On va suivre cette enquête, on va s'interroger tout comme les 2 personnages principaux. On va voir aussi la relation qui commence à se tisser entre les deux et on va voir les tenants et les aboutissants de cette histoire, notamment dans les sphères très riches. C'est une histoire qui est relativement prenante. Je ne sais pas si je serais restée dedans si j'avais dû le lire en format papier, mais en tout cas à écouter, ça donnait une envie d'y retourner sans trop savoir pourquoi. Je suis très curieuse de voir ce que va faire Morgane Moncomble pour la suite, étant donné qu'elle va sortir un tome pour chaque saison. Ensuite, je vous parle d'un livre audio que j'ai tout bonnement adoré qui s'appelle Leçons de chimie. Dans Leçons de chimie, on va suivre Elisabeth Zott dans les années 50, qui est chimiste. Malheureusement, du fait qu'elle soit une femme, elle n'est pas du tout reconnue par ses comparses. Et un jour, elle va contacter un homme qui a sa fille qui est dans la même classe que la sienne et avec qui il y a 2-3 petits soucis à l'école. Cet homme ne va pas trop y porter grande attention et un jour, par une série d'événements, il va recontacter Elisabeth Zott de façon à ce qu'elle anime une émission de cuisine. Et cette femme va totalement changer la vision de la ménagère des années 50. Elle va porter beaucoup de messages d'émancipation féminine. C'est un personnage qui est éminemment féministe et c'est très plaisant. Sous couvert d'humour, elle va vraiment faire passer ses revendications en société et on va voir à quel point ça va bouleverser toute la pensée masculine. Et c'est un livre que j'ai tout bonnement adoré. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de touches d'humour et pour autant, il y avait quand même des messages très importants qui étaient véhiculés. Donc je vous le conseille très grandement, que ça soit à lire en papier ou à écouter. Je passe désormais au format papier parce qu'il y en a un bon nombre. J'ai commencé le mois, ou du moins j'ai terminé mon mois d'octobre avec Rocky Dernier Rivage de Thomas Gunzig. Ce livre, je l'ai lu dans le cadre du prix du roman des étudiants de France Culture. Dans ce livre, qui est un roman d'anticipation, on va suivre un homme qui est très riche avec sa famille. Il y a sa femme et ses 2 enfants. Et ces personnes sont les dernières à survivre après de grands bouleversements sur la planète Terre. Ils vont se retrouver sur une île et ils vont être en vase clos, à devoir survivre, à devoir se supporter les uns les autres. Donc dans ce livre, on va constater toutes les disparités qu'il y a entre eux, tous leurs questionnements interpersonnels et on va découvrir chaque personne sous son point de vue puisque chaque point de vue est présenté via un chapitre qui est destiné à l'un des personnages en particulier. Il y a donc 2 hommes et 2 femmes, et comment vous dire, à la fois j'ai trouvé que Thomas Gunzig menait très bien son récit parce qu'il a une plume qui est entraînante. Cependant, il y a des passages qui m'ont posé de grands problèmes, de grands soucis, et via le Discord qu'on a avec tous les autres étudiants, on a été assez d'accord, notamment de la part des femmes, à constater que Thomas Gunzig avait une écriture qui était relativement sexiste, voire problématique à certains égards. Je m'explique. Dans l'un des premiers chapitres qui est consacré à l'adolescente de la famille, il va faire une scène où la jeune fille regarde une série dont elle est absolument fan et elle va commencer à fantasmer sur une scène de viol. Je n'ai pas besoin de m'épancher pour vous expliquer à quel point ça a pu me poser problème. Sincèrement, c'est le genre de scène que moi je peux pas supporter. Ce qui m'a également énervée, c'est que la mère, lorsqu'elle fait le constat de ce qu'elle a pu vivre, elle revient beaucoup sur des relations sexuelles qu'elle a eues avec un ancien amant, en regrettant
de ne pas avoir eu une vie physique plus enrichissante avec son mari actuel, qui, soit dit en passant, est un odieux connard. Les personnages féminins sont décrits comme des personnes très narcissiques, très autocentrées, et qui se questionnent pas sur ce qui est en train d'arriver autour d'elles. Ça a été très embêtant pour moi. Ça donnait une impression que les personnages étaient très creux. En tout cas, les personnages féminins. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé avec moi. Donc, le livre n'est pas dénué d'intérêt au niveau stylistique, mais au niveau de la caractérisation, je repasserai. Donc ça a été très mitigé pour moi en termes de lecture. Ensuite, j'ai lu dans le cadre du même prix Le plus court chemin d'Antoine Wauters. Dans ce livre, Antoine Wauters va revenir sur son enfance et va faire une sorte d'hommage à sa famille, à ses proches, que ça soit sa grand-mère, son grand-père, son frère, ses parents. Il va revenir sur la réalité de son enfance en Belgique, un peu reculé, loin de la ville, avant qu'il ne devienne urbain lui-même et avant qu'il ne devienne écrivain. J'ai trouvé que c'était une très belle ode aux liens familiaux, à ce qui nous porte, à ce qui a fait qu'on est devenu la personne que l'on est. Antoine Wauters a une plume délectable, très sensible, sensorielle également. Et le fait de me remémorer ces souvenirs que moi-même je n'avais pas vécu, mais de l'accompagner dans ce retour à lui-même était très beau, très doux, très délicat. Ensuite, j'ai lu, dans le cadre du même prix, Adieu Tanger, qui est un premier roman de Salma El-Mouni. Dans ce livre, Salma El-Mouni parle à la deuxième personne du singulier. C'est un roman qui est mené avec le personnage de Alma. Alma est une jeune fille qui a toujours vécu à Tanger, puis un jour, elle va être plus ou moins harcelée, si je puis dire, de la part de camarades masculins évidemment, suite à des photos qu'elle aura prises où elle sera plus ou moins dénudée. Sur ces faits, elle va se retrouver à Lyon, en France métropolitaine, là où elle n'a jamais vécu. Elle va constater toute la violence qu'elle a pu avoir envers elle à Tanger, mais toute la violence qu'elle reçoit également en France. Pas pour les mêmes raisons, mais de façon aussi prégnante que ce qu'elle n'a déjà vécu. Ce livre est à la fois violent, accusateur, très fort. Très fort, et je trouve que pour un premier roman c'est vraiment digne d'intérêt. J'ai pu rencontrer l'autrice à travers une conférence qu'elle a menée à l'université Paris 3, donc à Nation à Paris, qui est également mon université, donc ça tombait bien. Et elle est revenue aussi sur la réalité qu'elle a voulu dépeindre, sur cette arrivée en France qui est relativement raciste, mais aussi sur la place qu'on a en tant que femme, tout le regard masculin qui nous est porté également, ce qu'on recherche en tant que femme pour échapper à la pression sociale qu'on a autour de soi, toute la violence que on ne cesse de devoir subir. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait me poser des questions, dans lequel je me suis retrouvée aussi, bien que je ne sois pas de cette culture-là. Donc sincèrement, je vous le conseille très grandement. Et enfin, dans le cadre de ce prix, j'ai lu Le Chien des étoiles de Dimitri Rouchon-Bory, qui est publié au Tripode. Dans ce livre, Dimitri Rouchon-Bory reprend une affaire qu'il a découverte au sein des tribunaux, parce qu'il a suivi plusieurs enquêtes au sein de la justice. Il est journaliste en même temps qu'écrivain. Il puise aussi dans ce qu'il a pu voir afin de créer ses récits. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Gio, si je ne m'abuse, qui va être battu. Suite à ça, il va plus ou moins s'enfuir et il va rencontrer d'autres personnes, notamment un garçon qui s'appelle Papillon, qu'on surnomme Papillon, et qui est un petit peu à la marge de la société. En parallèle de ça, il va aussi rencontrer une jeune fille pour qui il va éprouver quelques sentiments. Et on va suivre ces trois enfants qui vont essayer de mener leur barque ensemble face à ce monde adulte qui n'est pas tendre avec eux. C'est un livre qui aurait pu me plaire parce que je trouve que le synopsis est assez intéressant, d'autant plus qu'il est tiré de faits réels. Cependant, ça m'a laissé à distance, mais j'ai vraiment pas réussi à m'imprégner de la plume, à m'imprégner de l'histoire. J'avais pas du tout envie d'y revenir. Je voulais savoir où ça allait me mener, mais pour autant, j'ai pas ressenti de plaisir fulgurant. Je voulais vraiment l'aimer. J'ai eu l'occasion d'entendre l'auteur en parler et le fait qu'il le décrive de cette manière, qu'il nous explique d'où ça a été tiré, son travail, tout ce qui pouvait émaner de son écriture et de ce qu'il avait fait comme recherche aussi derrière cette enquête qu'il avait pu suivre, et bah ça m'a vraiment donné envie de l'aimer. Et mine de rien, ça n'a pas fonctionné pour autant. Donc je suis relativement déçue de cette déception, mais je ne peux pas tout aimer de ce qu'on présente. C'en est terminé pour les livres que j'ai lus dans le prix du roman des étudiants de France Culture, mais ce n'est pas terminé pour les livres pour autant, donc je me lance. J'ai pu faire une relecture du premier tome de Twilight, je ne vais pas m'épancher sur le sujet, ça a très mal vieilli, c'est pas extrêmement bien écrit, ça m'a fait rire
que de m'y replonger. Je ne vais pas tergiverser autour de cet ouvrage étant donné qu'il y a une vidéo d'environ 20 minutes qui lui est destinée et qu'en plus de ça j'ai beaucoup de livres dont il faut que je vous parle. Je m'empresse de vous parler de La végétarienne de Han Kang, qui est son roman le plus connu je pense. Han Kang est une autrice coréenne qui a beaucoup de succès, il me semble même qu'elle a gagné le Booker Prize si je ne me détrompe pas. Dans La végétarienne, Han Kang va tisser un portrait d'une femme qui fait un rêve et qui, suite à ce rêve, va décider d'arrêter toute consommation animale. C'est-à-dire qu'elle ne va plus manger de viande, ni de poisson, ni d'œufs, ni de lait, etc., etc. Donc en gros, elle devient végétalienne. Elle vit donc en Corée avec son compagnon qui lui ne comprend pas du tout ses actions et qui lui est totalement opposé à cela. Lui est absolument fan de viande, il ne veut pas s'en couper. En 3 parties, Han Kang va nous faire un portrait de cette femme sous le prisme de ses amis, de sa famille, de son compagnon en premier lieu. On va voir que cette femme va se décharner entre mise à distance de la société, entre sentiment de solitude, avec une certaine dépossession d'elle-même. Le livre était très dérangeant. C'est un livre qui m'a mise très mal à l'aise, qui me faisait mal à lire. L'histoire est très malsaine et on a une sensation d'asphyxie à la lecture. En tout cas, c'est ce que moi ça m'a fait. Et j'en parlais dans un vlog et je disais que justement, même Les Belles Endormies, qui est un roman qui est très très dur à lire au niveau psychologique, m'a été plus agréable et plus entraînant que La végétarienne. Donc je pense que c'est vraiment en fonction des sensibilités, mais pour le coup je pense que je ne vais pas retenter Han Kang de sitôt. A contrario, je vous parle de Babel de R.F. Kuang que j'ai pu lire grâce à Ned Gallet et quelle ne fut pas ma surprise. Dans ce livre, qui est une soft fantasy, on va suivre Robin Swift, qui est un jeune chinois, un jeune cantonais pour être précise, qui se retrouve orphelin et qui va être pris sous l'aile de son professeur, qui va l'emmener en Angleterre, le former, afin qu'il puisse intégrer une université à Oxford qui se nomme Babel. Babel, c'est là où étudient tous les futurs traducteurs de demain. Ça se passe en 1828 au début du livre, et puis on avance au fur et à mesure du temps. Robin va du coup découvrir plusieurs personnages de toutes nationalités qui eux-mêmes vont devenir l'élite de la nation à ses côtés. On va voir les liens qui se tissent, on va voir la façon dont est régie la société en Angleterre, on va poser des questions coloniales, on va s'interroger sur la linguistique et la traduction. Les termes qui vont être étudiés vont être annotés sur des barres de fer qui sont synonymes de pouvoir. Le tout va être surtout d'apporter un enrichissement à la société anglaise et à l'élite coloniale. Donc tous les étudiants au fur et à mesure vont devoir mener leurs études de façon à pouvoir faire fructifier tout ce qui se passe à Babel et tout le microcosme qui y vit. C'est un roman de presque 800 pages et c'est un roman que j'ai lu en une semaine maximum. Je ne suis absolument pas adepte de fantasy, mais alors là, j'ai été absolument sciée. C'est mon coup de cœur du mois, je pense. R.F. Kuang, elle arrive à mener les questions coloniales, des questions linguistiques, parce qu'en bas de page, il y a toujours une étymologie qui nous est décrite, qui nous est donnée, et les différences de traduction, de traductologie qu'il y a entre telle ou telle langue, elle va amener des points historiques qui ont une réelle importance, que ça soit dans le récit ou dans notre propre histoire avec un grand H, et elle va vraiment nous interroger sur ce qui a été avéré dans toute cette époque qui a pris en grippe certaines nations. Ça va être aussi tout un questionnement du mépris social, du mépris entre les cultures, de l'enrichissement à cette époque-ci. Ça a été un brio, je me suis tellement prise dans l'intrigue, je n'avais qu'une envie, c'était d'y retourner, de tourner les pages qui allaient tellement vite, et je ne peux que vous conseiller ce roman. J'avais vraiment peur de ce qu'allait donner la traduction parce que tout réside dans l'intrigue de l'histoire qui est quand même basée sur ça, et ça a été publié chez De Saxus, qui est une maison d'édition qui a eu beaucoup de polémiques autour de ses traductions justement, et pour autant j'ai pas été déçue. Le traducteur en question a vraiment fait un très bon travail en collaboration avec l'autrice elle-même parce qu'elle a vraiment tenu à ce que ça soit très sourcé, très bien fait, et c'est une réussite. Filez en librairie, achetez-le vous et faites-moi un retour en commentaire.
Ensuite, j'ai lu un petit livre de Roald Dahl qui s'intitule La poudre à bonbons et je ne sais plus la fin du titre, qui est accouplé avec Charlie et la chocolaterie parce que ce ne sont que des petites anecdotes à la fois sur le chocolat, sur la construction de Charlie et la chocolaterie de la part de Roald Dahl, sur la vie de Roald Dahl elle-même. C'est très mignon pour les enfants, pour leur faire découvrir Roald Dahl. C'est vraiment un tome d'accompagnement, je pourrais dire, pour lire Charlie et la chocolaterie et les autres contes de Roald Dahl. Donc je vous le conseille si vous avez des petits frères ou des petites sœurs à qui ça pourrait plaire. J'ai lu La morte amoureuse de Théophile Gautier qui est une nouvelle d'environ 50 pages. On va suivre un homme qui est engagé en religion, qui est très pieux et un soir il va faire un rêve et il va apercevoir une femme absolument sublime, plus ou moins mystique et il va être totalement obsédé par l'image de cette femme qui est un idéal pour lui. Il va voir à quel point ça va se matérialiser dans son esprit et toute l'intrigue est liée entre cette femme et la religion et la vision qu'a cet homme, ses tergiversations, toutes ces pensées, toutes ces interrogations. C'est une nouvelle qui a des phrases qui sont absolument sublimes. Théophile Gautier a une plume qui est délectable, mais pour autant, j'ai pas été prise dans l'intrigue. Je pense que sur une nouvelle de 50 pages, il y a que 20 pages qui ont pu me plaire. Pour autant, la fin en vaut vraiment le détour et ça m'a un peu fait penser à certains égards à la symphonie pastorale de André Gide. Ça ne me restera pas en tête bien longtemps. Ensuite, très brièvement, j'ai lu le deuxième tome de Narnia dans l'intégrale que j'ai, puisque dans l'intégrale que je possède, il y a le tome qui est classifié comme le 6e dans d'autres versions, où en fait ça va être les prémices de Narnia, et donc le tome que j'ai lu de mon côté, c'est donc celui qui a été adapté au cinéma. C'est une série que j'ai lue quand j'étais enfant. Quand je suis allée en Angleterre, j'ai pris une collection en intégrale parce que je me suis dit ça me fera une petite Madeleine de Proust, peut-être que je les relirai. Bon, j'avoue que j'ai pas passé un moment excellent, j'ai pas réussi à trouver ce qui me plaisait dedans, peut-être que j'ai trop vieilli, peut-être qu'il y a trop de fantastique pour moi, c'était plus ou moins raté, j'ai trouvé que certains personnages étaient très embêtants, mais de toute façon celui qui m'énerve le plus c'est quand même Edmund, et c'était déjà ça dans les films, quand je les regardais quand j'étais enfant, ça a toujours été ça, même dans les livres. Voilà, je vais pas vous faire un topo sur Narnia, je pense que vous connaissez tous à peu près l'histoire, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Pour le coup, je vais passer à un livre qui est mon second coup de cœur du mois et je crois que je vais aller vous le chercher tellement j'apprécie cette couverture et je crois que c'est ça qui m'a donné le plus envie de le lire. C'est donc le premier tome de la duologie de Becky Chambers, à savoir Histoire de moines et de robots. C'est un livre qui a gagné le prix Hugo et le prix Libre à nous. Rien que ça. C'est de la soft SF et c'est une SF à la fois écologiste et utopiste. Encore une fois, je crois que je vais dire dans cette vidéo à diverses reprises que je ne suis pas fan de fantasy et de science-fiction, mais passons. Ce livre pour autant a été une franche réussite de mon côté. Puisque dans ce livre, on va suivre Omphale et Frère Dex. La planète est nommée Penga. Sur Penga, il y a donc à la fois des robots et des humains, mais pour autant les deux ne sont pas censés se croiser. Néanmoins, Frère Dex va rencontrer Omphale, qui est un robot. Ensemble, ils vont mener une quête, afin de savoir de quoi les gens ont-ils besoin. Ça va nous poser beaucoup de questions plus ou moins philosophiques et existentielles sur ce qu'on veut, sur la beauté du monde qui nous entoure, la différence entre le naturel et l'urbain, puisque Frère Dex va quitter la ville pour retrouver un paysage beaucoup plus vert. C'est à la fois des questionnements écologistes, féministes, LGBT, puisque Frère Dex est non-genré. Les robots sont également non-genrés. Il y a toute une société propre à chacun, que ce soit les humains ou les robots. On va voir à quel point les deux vont être liés au niveau de ce qui reste du monde, de la nature, et les deux personnages vont s'émerveiller sur beaucoup de choses communes. Ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent. Ce sont des personnages qui sont bienveillants, qui sont doux, qui sont purs. Ça ne m'a donné qu'envie de lire le second tome qui s'appelle Une prière pour les cimes timides. Et Becky Chambers a réussi à m'embarquer avec elle, ce qui n'était pas gagné. Je n'ai pas l'habitude de lire des passages des livres, mais pour autant, je veux vous montrer à quel point ce livre est poétique, bien que ce ne soit pas ce à quoi on s'attend, notamment dans un livre de science-fiction et sur des sujets tels que ceux-ci. Je sais que l'eau vient des rivières ou des fleuves, tout ça, et qu'ensuite on la traite, on la purifie avant qu'elle atterrisse dans mes tasses. Mais je n'y pense jamais. Dans ma tête, ce bout de ruisseau, ce n'est pas un endroit où je peux me servir. Pour moi, ça, ce n'est pas une ressource. C'est un paysage. Une jolie carte postale qui ne contient rien d'utile.
et qui peut être dangereuse. Ça va aller aux antipodes de ce que les industriels actuels font, c'est-à-dire puiser dans la nature, et ça va poser toutes sortes de questions de ce type. C'est un bol d'air. Et je crois que vous en avez assez entendu parler sur les internets ces derniers temps. Je vous confirme tous les dires que j'ai pu entendre et je ne fais pas exception à la règle par rapport à ce titre. Je vous conseille de le lire puisqu'il s'agit de mon deuxième coup de cœur du mois. Et bien voilà, je crois que je vous ai parlé de 11 livres dans cette vidéo, donc ça nous fait un petit bout de chemin ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, puisque ça me permet d'avoir un dialogue avec vous et c'est vraiment ce pourquoi j'ai créé cette chaîne. Pouvoir échanger sur la littérature et sur des œuvres qui nous portent tout à chacun. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres, si vous m'en conseillez d'autres. Et puis nous, on peut se retrouver sur Instagram jusqu'à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!